Merci bien. Donc, tout en disant bienvenue au professeur Léon Chilelo qui aussi vient de se connecter et ça complète ainsi tout le panel des intervenants principaux aujourd'hui parce que le principe est que toute la société, tous les auditeurs et spectateurs en même temps puissent participer. Donc, nous rappelons que l'émission est enregistrée juste pour nos amis qui sont à l'extérieur. Question d'être informés et de manager les droits. Donc, nous allons, professeur Léon Chilolo, s'il vous plaît, vous pouvez juste activer votre micro juste pour tester le son. Nous commençons dans une minute. Ça vous va, professeur Ami? Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Merci, bonsoir, professeur. Voilà. Dadi, on peut commencer, à mon avis. Je vois, on a 43 participants. C'est déjà un bon pactole, hein. Comme tu disais tantôt, il y a nos amis de partout. Il n'y a pas seulement ceux qui sont à Kinshasa et des aînés, hein, dont le docteur Pascal Eloko qui est à Kinshasa. Il y a quand même docteur Brigitte, docteur Balenda qui nous a salué tantôt, qui est aussi à l'étranger. Excusez-moi. Bien, on va commencer. Chers collègues médecins, radiologues ou non médecins même, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette plateforme, dans cette salle, comme nous aimons dire, c'est une salle virtuelle dont nous sortirons ragaillardi aujourd'hui. Nous avons eu le plaisir et l'honneur que le professeur Rami El Jalbout nous a accordé de nous partager de son expérience, hein. Et pour le présenter brièvement, il est à Montréal, c'est un radiologue particulièrement imageur pédiatrique et il s'intéresse aux modifications ou aux malformations et tout ce qu'il y a comme changement biomoléculaire et leur imagerie. Il a reçu un award de l'American College. Il va nous en parler, peut-être si on aura du temps à la fin. Et il est tout le temps dans la recherche déjà. C'est sa pratique de tous les jours qu'il va partager avec nous. Et nous vous serons gré de ne pas hésiter de nous faire part de vos différentes interventions, apports et pour enrichir l'intervention. Nous serons avec le prof Rami El Jabout comme orateur principal et il sera épaulé par nos deux panélistes. Le professeur Miko Bitite est un gynécologue obstétricien qui s'est aussi enfoncé, spécialisé dans la biologie moléculaire et la génétique, ce qui tombe bien, on va essayer de parler un peu de cette anémie falciforme. Il va nous dire quelle en est l'ampleur au Congo en général et à Kinshasa en particulier. Et donc, lui, il est professeur à l'université de Kinshasa. Le professeur Léon Chilolo est enseignant à l'université officielle de Mbujimaï. Lui, il est pédiatre hématologue et il travaille, quand il est à Kinshasa, principalement à Sefa-Monkole. Je crois que nous serons quand même assez outillés aujourd'hui et les échanges seront bénéfiques pour tout le monde. Donc, professeur Ami, si vous êtes prêt, je vous laisse le micro. Parfait, merci. Oui, je suis prêt, vous entendez bien? 5 sur 5. Parfait. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et pour l'introduction. En fait, oui, je suis un radiopédiatre à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Et puis, j'ai reçu
la bourse de recherche de la FRQS, pas le American College, c'est-à-dire c'est une bourse du gouvernement du Québec pour faire la recherche. Donc, j'ai un projet de recherche sur l'anémie falciforme. Je vais parler un tout petit peu à la fin. Au début, je vais commencer avec parler un peu de l'anémie falciforme, puis avec surtout sur le Doppler transcrânien. En tant que radiologue, je trouve que c'est vraiment important de bien décrire cet outil-là pour ces enfants. Voilà, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. L'objectif d'apprentissage, au début, on va parler du Doppler transcrânien. On va parler surtout de l'étude STOP tout le long de la présentation et de l'étude CIT, qui est l'étude qui regarde les atteintes ischémiques silencieuses chez les enfants avec anémie falciforme. Plus en détail, je vais parler de l'anémie falciforme grossièrement, mais je ne suis pas l'expert, c'est sûr, parce que je ne suis pas hématologue. Je vais parler de l'atteinte vasculaire. Je vais parler des facteurs qui dictent les vitesses anormales au Doppler transcrânien. En tant que radiologue, comment interpréter un Doppler transcrânien? Quels sont les composants des tracés Doppler artériels? Les valeurs seuil au DTC pour le traitement préventif et les algorithmes, quoi faire quand on a une vitesse particulière qu'on détecte au DTC. La définition des atteintes cérébrales ischémiques silencieuses selon l'étude CIT, comment on fait le diagnostic et aussi quels sont les impacts, et les perspectives radiologiques futures, incluant les projets de recherche qu'on peut faire pour améliorer le dépistage du risque de AVC chez les enfants. Je vais commencer par 3 questions de quiz, mais on n'a pas besoin c'est juste pour y songer. On va discuter des réponses à la fin. Donc là, on se questionne tout le temps pour le DTC, quelle vitesse devrait être mesurée chez les enfants avec anémie falciforme? Est-ce que c'est la vélocité systolique maximale? Est-ce que c'est la moyenne des vélocités moyennes? Ou bien est-ce que c'est la moyenne des vélocités maximales? Ou bien c'est la vélocité diastolique? Donc, on va avoir la réponse au cours de la présentation. La définition d'une vitesse conditionnelle, donc on sait que les vitesses sont différentes d'un centre hospitalier à un autre, mais grossièrement, on connaît, selon les STOP, quelles sont les vitesses seuil. Est-ce que c'est plus que 200 cm par seconde pour une vitesse conditionnelle? Est-ce que c'est entre 170 et 199 ou bien entre 185 et 199? Ou bien la vitesse conditionnelle est entre 171 et 184. Donc, on va voir ça au cours de la présentation et on va voir la réponse à la fin. Vous pouvez commencer à y songer. Je suis pas mal sûr que vous allez avoir la réponse, mais c'est juste pour la fin. La troisième question, quelle est la meilleure approche pour une vitesse au DTC de 180 cm par seconde dans l'artère cérébrale moyenne? Est-ce qu'on va faire un traitement par transfusion? Est-ce qu'on va reimager par DTC dans 3 mois? Ou bien on va continuer le suivi annuel parce que c'est une vitesse normale? Ou bien on va commencer le traitement par hydroxycarbamide ou bien l'hydroxyurée? Ça aussi, on va répondre durant la présentation et à la fin, j'ai la réponse pour cette question-là. Donc, l'anémie falciforme, comme vous connaissez, elle fait partie des maladies génétiques orphelines les plus répandues au monde. La mutation la plus fréquente est une anomalie homozygote de la chaîne bêta de l'hémoglobine S. Les patients avec HBSS ou bien SB-thalassémie sont reconnus comme ayant les formes les plus sévères et le Doppler transcrânien a été conçu pour eux autres, selon l'étude STOP. L'hémoglobine S garde sa propriété initiale dans ces deux mutations, soit elle capte et transporte l'oxygène, toutefois, elle a tendance à polymériser lorsqu'elle est déoxygénée, conduisant ainsi à de nombreuses modifications érythrocytaires, comme la déshydratation cellulaire, la falciformation, la fragilisation, augmentation de l'adhérence à l'endothélium vasculaire, ce qui est très important, on va parler de ça, l'inflammation pariétale secondaire à cette adhérence, la viscosité sanguine réduite, évidemment anémie et augmentation de l'agrégabilité, ou bien dans notre terme, l'entassabilité des globules rouges. Et cette agrégation-là, ou bien entassement de globules rouges, elle est plus robuste chez les enfants qui souffrent d'anémie falciforme. Et puis, ça, c'est aussi important pour les perspectives futures, à savoir si on peut utiliser ce fait-là pour
pour concevoir une autre modalité d'imagerie qui pourrait être additionnelle ou complémentaire au DTC. En conséquence de tout ça, l'accélération du flux sanguin au Doppler transcrânien, qui est l'examen de choix pour le dépistage de risque de AVC chez les enfants avec anémie falciforme, est associée à un risque d'accident vasculaire. Et puis, ceci est une indication pour une transfusion sanguine prophylactique. L'anémie falciforme se caractérise donc par une anémie hémolytique d'importance modérée à sévère et des phénomènes vaso-occlusifs qui entraînent le AVC. Il en résulte une atteinte de l'endothélium et une inflammation. Et ça, elle est de type ischémie et reperfusion. Le développement d'AVC fait partie des complications les plus sévères et elle est une des causes les plus fréquentes d'AVC en pédiatrie. Donc, l'anémie falciforme est une des causes les plus fréquentes d'AVC chez les enfants. Les enfants avec anémie falciforme ont jusqu'à 200 fois plus de risque de développer un AVC versus un enfant normal. Et cette incidence atteint 7 à 8% des enfants avec anémie falciforme de type HBSS, donc les AVC. Les patients présentant un rétrécissement des vaisseaux cérébraux, donc une vasculopathie, est associée à l'atteinte endothéliale, l'entassement de globules rouges et l'inflammation sont à très haut risque d'AVC. Et ce risque-là devient 300 fois plus supérieur quand il y a déjà une vasculopathie cérébrale installée. Cette atteinte vasculaire a une évolution lente qui peut commencer très tôt, dès l'enfance. Mais c'est quoi la différence entre l'atteinte vasculaire chez l'anémie falciforme et l'atteinte vasculaire chez les adultes? Donc, dans l'hétérogénèse chez les adultes, les modifications de la paroi artérielle se produisent pendant une phase asymptomatique longue et elle est caractérisée par un épaississement progressif de l'intima. Toutefois, la pathogénie de la vasculopathie chez les enfants avec anémie falciforme est différente. Le mécanisme est complexe et multifactoriel. La lésion initiale semble être une agression endothéliale, hypoxémie, barotraumatisme lié aux vitesses élevées à cause de l'anémie chronique, l'adhésivité anormale à l'endothélium, l'agrégation des globules rouges et l'inflammation et le stress oxydatif. Il en résulte une hyperplasie intimale, donc c'est comme l'hétérogénèse normale, mais la pathophysiologie est un peu différente. Ça entraîne des sténoses vasculaires qui touchent aussi bien les gros que les petits vaisseaux. Donc, il y a une utilité clinique à l'échographie, que ce soit le mode B, le Doppler couleur ou bien le Doppler pulsé. Le Doppler transcrânien, il n'est pas juste utilisé avec l'anémie falciforme. D'autres indications cliniques incluent le diagnostic du vasospasme. Et donc, ça, c'est vraiment connu aux soins intensifs et les intensivistes ont beaucoup d'expérience que nous. Évaluation de la vasculopathie chez les patients avec AVC, autre cause que l'anémie falciforme. Évidemment, sténose ou occlusion, surtout au niveau de l'artère carotide. Et aussi, le Doppler transcrânien est parfois utilisé pour le diagnostic de la mort cérébrale. Cette liste-là, en anglais, elle vient du site de la Society for Pediatric Radiology et moi, j'étais un membre du comité d'échographie. On a mis les indications et comment faire, interpréter et quoi rapporter dans un Doppler transcrânien. On voit les 3 premières indications sont en lien avec le AVC et l'anémie falciforme et la vasculopathie. Mais qu'est-ce que le Doppler transcrânien? Donc, c'est sûr que le Doppler transcrânien, il est comme n'importe quel Doppler, donc il se base sur 2 principes physiques. Le premier, c'est l'effet Doppler. On sait que quand la fréquence des ondes qui tombent sur les vaisseaux sanguins sont plus petites que la fréquence des ondes en réflexion, ça indique que le flot du sang est vers la sonde. Et quand la fréquence de l'onde incidente est plus grande, ça indique que la direction est loin de la sonde. La différence entre les deux est le Doppler shift. Donc, ce Doppler shift est très important pour l'interprétation et pour générer l'onde de Doppler qu'on va voir. Le deuxième principe physique de Doppler, la plus importante, la seule, deuxième, c'est l'effet de Bernoulli. On sait que la vitesse et la pression devraient être égales et donc, dans une zone de sténose,
là où on a une vitesse qui augmente, la pression va diminuer. Donc, en gardant ces deux principes en tête, on peut interpréter un Doppler, on peut savoir qu'est-ce qu'on voit et pourquoi on voit ce qu'on voit sur notre tracé pulsé. Et ces deux principes permettent en fait de mesurer la vitesse des artères du polygone de Willis au DTC. Le mean flow velocity, ce qui est la vitesse moyenne, elle a une formule et elle dépend de la vitesse diastolique et de la vitesse systolique. Donc, on a la formule elle est la vitesse diastolique plus un tiers de la différence entre la vitesse systolique et la vitesse diastolique. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on pense que la vitesse qu'on va mesurer au Doppler transcrânien, elle est très proche de cette vitesse-là, qui est un calcul. La vélocité moyenne du flot sanguin est essentiellement la moyenne de vitesse étalée dans le temps. Mais nous, ce qu'on regarde au DTC, c'est ce qu'on appelle en anglais le time average mean of the maximum. Donc, on ne regarde pas la vélocité systolique maximale, on ne regarde pas la vélocité diastolique, on ne regarde pas la MFV, qui est la mean flow velocity. Pourquoi? Parce que dans une étude préliminaire de 20 patients avec anémie falciforme, le calcul mathématique selon cette formule-là pour le MFV, elle donne des vitesses de 4 à 10% inférieures à la time average mean of the maximum. Donc, en français, je pense que on peut l'appeler une moyenne des vélocités maximales, et c'est ce qu'on cherche avec le Doppler transcrânien. Juste pour être complet, c'est sûr qu'avec le Doppler transcrânien, on peut calculer l'index de résistance selon la formule sur la diapo. Cette vitesse-là, elle augmente avec l'âge, jusqu'à l'âge de 6 et 10 ans, puis elle diminue. Elle est plus élevée chez les femmes. La vitesse augmente avec l'augmentation du PCO2 et la pression artérielle, évidemment, à cause de la formule. Et elle est augmentée avec un niveau d'hématocrite qui est moins élevé. Donc, quelles sont les composantes du tracé Doppler au Doppler transcrânien? Donc, ça, c'est le tracé de l'onde de variation de vitesse dans le temps. Le temps, c'est sur l'axe horizontal et le changement de fréquence, c'est-à-dire la vitesse, sur l'axe vertical. Ce qu'on regarde au Doppler transcrânien, comme on avait dit, c'est la moyenne des vélocités maximales, le time average mean of the maximum, et elle est représentée par la ligne rouge. En fait, pourquoi c'est elle qu'on regarde? Parce que la flèche bleue indique la vélocité systolique maximale, la flèche rouge indique la vélocité diastolique. Ici, on regarde la ligne rouge et on regarde la surface représentée par le A et la surface représentée par le B. Eh bien, la ligne rouge, elle coupe les deux en milieu. C'est-à-dire que A, la surface représentée par A, qui représente toutes les vélocités allant jusqu'à la systole, le pic de la systole, elle est égale à la surface qui est en bas de la ligne et qui représente la vitesse la moins élevée durant la diastole. Donc, c'est pour cela que c'est la moyenne de la vélocité maximale et elle est représentée par la petite encoche qu'on voit ici sur tous les tracés dopplériens. Dans le fond, puisque la surface A égale à la surface B, donc cette ligne-là, elle représente la vitesse, la moyenne des vitesses maximales. Et c'est ce qu'on cherche avec le Doppler transcrânien. Est-ce qu'on corrige pour l'angle? On va voir plus tard, mais non, on ne corrige pas pour l'angle. Pourquoi? Parce que là, sur cette image-là, qui est une image d'un appareil échographique récent, ben, ça combine le mode B, ce qu'on appelle en anglais le grayscale, plus le Doppler couleur, plus le Doppler pulsé. Donc là, on a les trois, ça nous aide beaucoup, mais dans le passé, et même il y a peut-être dans d'autres centres, ils n'ont pas l'imagerie, c'est-à-dire on ne voit pas le mode B, on ne voit pas le grayscale, on ne voit pas les couleurs, on voit juste le tracé pulsé. Et dans ce cas-là, puisqu'on a juste le Doppler pulsé, ben, on ne voit pas le vaisseau et on ne peut pas corriger pour l'angle. Et pour l'étude stop initiale, ils ont inclus ça et donc on ne corrige pas pour l'angle. C'est pour cela que ça vient de ce fait-là qu'au début et avec la conception de l'étude stop, on n'a pas corrigé pour l'angle, on a juste mesuré la moyenne des vélocités maximales. Donc, si on regarde ici sur cette diapo, ce qu'on va regarder, c'est ce qui est représenté par le VM peak et pas le VM mean. Le VM mean, c'est la moyenne des vélocités.
moyenne, mais le VM peak, ça, c'est la vélocité de moyenne maximale. Donc, c'est ce qu'on veut regarder. Et comme je vous ai montré dans la diapo précédente, ben, ça correspond à la ligne rouge qui tombe exactement dans la petite notch que je vous ai montrée tantôt, représentée par le cercle. Et puis, si on regarde aussi sur l'axe vertical, ça donne à peu près 80. À la flèche courbée en vert, c'est le nombre de globules rouges qui reflètent les échos pour chaque vitesse. Donc, et ça représente l'intensité du blanc qui est ici. La largeur de cette largeur spectrale, qui est représentée par la flèche double en bleu, ça représente toutes les vitesses dans le vaisseau sanguin. Évidemment, durant la systole, cette épaisseur, elle est moindre parce que les globules rouges ont plus une vitesse homogène que durant la diastole. Là, on voit que c'est plus large parce que les vitesses sont un peu plus hétérogènes et différentes. Et finalement, la troisième composante, c'est la fenêtre. C'est la fenêtre noire qui est là. Et elle représente aussi le degré de la largeur du vaisseau. Dans ce cas, si on a un gros vaisseau, cette fenêtre spectrale ici, elle va être plus noire. Mais quand on a un branchement ou bien de petits vaisseaux, elle va plus se remplir. Ceci dit, on peut regarder les trois types de vaisseaux qu'on peut voir dans n'importe quel Doppler. Un vaisseau qui est large, qui est la Ward, elle va démontrer un flot de type plug. Dans ce vaisseau-là, les globules rouges bougent à la même vitesse. Donc, la ligne spectrale, elle va être plus étroite. La ligne spectrale, donc, c'est elle. Donc, elle va plus être étroite. Donc, c'est le vert que j'ai montré dans la diapo précédente. Et la fenêtre spectrale qui est là, donc le noir, elle est plus claire. Dans un vaisseau moyen, on va voir un flot laminaire. Et c'est ce qu'on va voir dans notre Doppler transcrânien, dans le polygone de Willis, parce que c'est des vaisseaux moyens. Dans ce cas, les globules rouges périphériques sont plus lents que le centre et donc l'intensité va être plus large et donc la ligne spectrale, elle est plus large. La fenêtre spectrale est moins claire ici parce qu'elle est plus remplie, parce que les globules rouges ont des vitesses plus hétérogènes qu'un vaisseau qui est plus grand où les vitesses sont plus homogènes et plus rapides. Et ce tracé-là, ce type de tracé, on le voit avec des artères de moins 5 mm de diamètre. Et finalement, le troisième type de tracé dopplérien, c'est les petits vaisseaux, c'est le flot turbulent. Et donc là, on va voir un remplissage total de la fenêtre spectrale et un élargissement spectral. Ça, c'est normal juste à la bifurcation, mais il est pathologique ailleurs. Ça indique qu'il y a une sténose. Parce que ça reflète des vitesses variées, des flots inversés au sein de l'artère et des couleurs multiples indiquant de genre de aliasing. Pour le Doppler transcrânien chez les anémies falciformes, ça a commencé à peu près il y a 2 décades et c'est indiqué pour les enfants avec anémie falciforme SS et S-thalassémie, comme j'ai dit tantôt. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Montre les images. Moi, je ne peux pas ça. Donc, il n'y a pas de preuve que le DTC est efficace chez les enfants avec d'autres types de mutations génétiques anémie falciforme, juste ces deux. Et l'étude STOP a été conçue pour ces deux formes. Les vitesses circulatoires élevées ont été clairement associées à de hauts risques d'AVC. Et il s'agit de moyennes de pics de vélocité étalées dans le temps en centimètres par seconde, comme je viens de le dire. L'âge, le sexe, la viscosité du sang, le taux d'hémoglobine, la tension artérielle, tout ça dicte les vélocités mesurées au DTC, d'où il faut bien regarder la condition du patient quand on fait un examen par DTC.
Les vitesses augmentent de 20% suite à une diminution du taux d'hématocrite de 10%, c'est-à-dire entre 40 et 30%. Si on a une chute de 10%, ben la vitesse augmente de 20%, donc c'est un examen vraiment sensible. Chez les enfants présentant des vitesses circulatoires pathologiques, donc plus que 200 cm par seconde, ça répond en partie à la question du quiz au début de la présentation. Donc, les vitesses anormales, plus que 200 cm par seconde, ces patients-là sont mis sous traitement de programme transfusionnel. Et ceci, selon l'étude STOP, a permis de réduire de manière très significative le risque d'AVC. Sans intervention thérapeutique précoce, la prévalence de AVC chez les enfants âgés de moins de 20 ans avec anémie falciforme atteint 11%, avec des séquelles parfois très graves. Elle se manifeste parfois par des infarctus cérébraux silencieux en lien avec la vasculopathie. Et ceci pourrait entraîner une atteinte neurocognitive. Toutefois, la relation entre les vitesses et l'atteinte neurocognitive, ou bien entre les ischémies silencieuses et l'atteinte neurocognitive, devrait être plus étudiée parce qu'elle n'est pas très claire. Là, on vient à l'étude STOP. Dans l'étude STOP, qui est le Stroke Prevention Trial in Sickle Cell Anemia, une vitesse supérieure à 200 cm par seconde indique un risque d'AVC de 10% par année sans traitement et elle a diminué à 1% avec le traitement. Le traitement ici était transfusion ou bien même hydroxyurée. Suite à cette étude, il y a eu une chute de 45% du taux d'hospitalisation dû à un AVC chez les enfants traités suite à une vitesse augmentée. Et donc, cette étude-là, elle a été arrêtée précocement parce que les bénéfices étaient très élevés du Doppler transcrânien pour guider le traitement. Donc, d'après cette étude, le DTC annuel et systématique est indiqué à partir de l'âge de 2 ans pour les enfants avec anémie falciforme SS ou bien S-thalassémie. Et ceci permet mieux de stratifier le risque de AVC. Le DTC porte exclusivement sur la mesure des vitesses. Les anomalies observées au DTC peuvent être le reflet de sténose, turbulence rhéologique ou bien l'inflammation. La viscosité aussi et l'agrégation des globules rouges, comme on a dit tantôt. Aucune modalité d'imagerie, toutefois, n'est capable de mieux stratifier le risque d'AVC chez les enfants avec un DTC anormal. Donc, une fois anormal, il faut traiter. Et par anormal, c'est plus que 200 cm par seconde pour la moyenne de vitesse maximale. Mais quand c'est anormal, on n'a pas d'autre choix que de faire le traitement. Pourquoi c'est important? Pourquoi je le dis? Parce que tantôt, je vais parler d'autres choses, surtout à la fin de la présentation, pour les perspectives futures. Maintenant, comment on fait le Doppler transcrânien? On va prendre une sonde sectorielle, on va la placer sur la tempe. On a 3 possibilités selon les 3 ronds, rouge, orange et vert, et on va chercher la région de l'os la plus mince afin d'avoir la meilleure fenêtre. Donc, la fenêtre, elle va être représentée par le triangle vert. Dans ce cas, on va voir les artères cérébrales moyennes, les artères carotides, les artères cérébrales antérieures et les artères cérébrales postérieures sur une image monde B comme on voit. On va également voir le tronc cérébral, les lobes frontaux, et on va savoir les lobes occipitaux, ils sont où. Ça, c'est une image un peu plus zoomée, mais sans Doppler. Et c'est ce qu'on va voir avec notre approche transcrânienne au niveau de la tempe. On va voir le P représente les pédoncules, donc c'est le tronc, et l'étoile, elle représente la fosse interpédonculaire. Donc, on cherche cette image-là pour notre Doppler. Et là, on met le Doppler couleur. Donc, pour la première image avec les couleurs, on apprécie très bien les artères cérébrales moyennes, les artères cérébrales antérieures et les artères cérébrales postérieures. Si on descend un tout petit peu vers le bas, c'est-à-dire vers la mâchoire, on va voir l'artère carotide interne. Si on va par approche sous-occipitale, on va mieux voir l'artère basilaire. Donc, ça, c'est le Doppler couleur pour l'image que je vous ai montrée tantôt, qui est zoomée sur le tronc. Et ici, on voit très bien l'artère cérébrale moyenne. Et c'est là où on a pris notre Doppler.
Encore une fois, on voit très bien qu'on n'a pas corrigé pour l'angle, on a juste pris notre tracé et notre vitesse, elle va être représentée par la notch qu'on voit très bien ici, que j'indique maintenant avec ma flèche. Ensuite, on va regarder l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale postérieure. Donc, pour l'artère cérébrale moyenne et antérieure, on va chercher les zones les plus proximales. Pour l'artère carotide, on va chercher la zone la plus distale parce que c'est là où les sténoses sont les plus fréquentes. Maintenant, pour l'artère cérébrale moyenne, on va chercher là où il y a le plus de changements de couleur parce que, comme on avait dit tantôt et comme j'ai montré dans le schéma de Doppler, quand on a beaucoup de changements de couleur, c'est-à-dire que peut-être on a une sténose et c'est là qu'on devrait mesurer notre vitesse parce que c'est là où ça va être le plus représentatif. On va prendre donc la sonde sectorielle qui est entre 2 à 3 MHz. Donc, ce qu'on utilise ici à Sainte-Justine, c'est un 2,5 Hz. Le patient devrait être au repos et ne devrait pas parler ni bouger. Et comme j'ai dit tantôt, on va mesurer la vitesse dans l'artère cérébrale moyenne, dans l'artère cérébrale antérieure, artère cérébrale postérieure et dans la carotide interne. Et ce, on va le faire bilatéralement. Dans le passé, comment on savait que c'est l'une ou l'autre, mais c'était dans le passé, je veux dire, sans l'image mode B et sans le Doppler couleur, c'était d'appeler la profondeur. Une autre chose qu'on peut voir dans les articles, dans la littérature, c'est l'approche transorbitaire qui permet la visualisation de la tête ophtalmique et la tête carotide interne. Moi, je ne l'utilise pas, mais elle est dans la littérature et juste pour être complet, je l'ai inclus ici. Donc, c'est la sonde sectorielle, la même sonde. On va la placer sur la paupière supérieure pour l'approche transorbitaire. Comme je dis tantôt, pour mieux voir l'artère basilaire ou bien les artères vertébrales, on va opter pour une approche sous-occipitale, c'est-à-dire vraiment en postérieur. Donc, le DTC ne devrait pas être effectué en cas de maladie aiguë parce que, comme je dis au début de la présentation, il y a plusieurs facteurs qui influencent la vélocité. Suspicion de hypoxémie aussi. Fièvre, c'est controversé si la fièvre affecte le flot, la viscosité ou bien la vitesse ou pas. Dans un cas d'hypoglycémie ou bien anémie en détérioration, dans ces cas-là, on ne devrait pas mesurer la DTC parce qu'elle ne va pas être précise. En faisant toutes ces approches-là, on va garder en tête le as low as reasonably achievable parce qu'on n'oublie pas qu'il y a quand même une absorption énergétique des ultrasons par l'os, ce qui pourrait augmenter la température. On peut toujours regarder sur l'écran l'index thermique et puis pour les valeurs normales, c'est comme dans la littérature pour n'importe quelle échographie, sauf pour l'approche transorbitaire. Dans ce cas-là, l'index mécanique ne devrait pas dépasser le 0,23 et l'index thermique ne devrait pas dépasser le 1. Ça, selon les recommandations de la comité d'échographie de la Society for Pediatric Radiology. Le consensus, dans le rapport, il faut vraiment mentionner la vitesse. Donc, on ne dit pas juste normal, conditionnel ou pas normal. Il faut mentionner la vitesse dans chacune des composantes du polygone de Willis. Et dans la vitesse, je veux dire le time average maximum mean velocity, parce que c'est selon la définition de l'étude STOP. Les mesures de vitesse peuvent s'effectuer automatiquement, c'est-à-dire sur notre machine, appareil échographique, on peut peser sur automatique et elle va faire le tracé automatique, ou bien on peut le faire manuel après, en faisant freeze et puis en mesurant nous autres. Comme j'ai dit plusieurs fois dans la présentation, on ne fait pas de correction d'angle et pour la raison que je viens de mentionner, c'est possible et c'est mieux. On va utiliser le mode B, donc le grayscale, le Doppler couleur et le Doppler spectral. Et il n'y a pas de bénéfice pour faire l'échographie Doppler transcrânien pour les enfants de plus de 16 ans. Donc, les indications, c'est HBSS ou bien S-thalassémie entre 2 et 16 ans seulement. Maintenant, quelles sont les vitesses normales, quelles sont les vitesses conditionnelles et quelles sont les vitesses anormales? Donc, si on regarde chaque centre aux États-Unis et au Canada, chaque centre, il a une préférence pour une vitesse normale ou pas normale, dépendamment du consensus entre les hématologues, oncologues et la radiologie.
ce qu'on voit dans la littérature, c'est le cutoff, c'est 200 cm par seconde. Ici, à Sainte-Justine, on utilise 200 cm par seconde. Donc, une vitesse anormale est définie par une moyenne de vitesse maximale plus que 200 cm par seconde, parce que cette vitesse, selon l'étude STOP, est associée à un risque d'AVC de 46% sur une période de 39 mois, ou bien on peut dire 45% sur une période de 4 ans. Une vitesse normale est une vitesse entre 70 et 170 cm par seconde. Une vitesse conditionnelle, c'est entre 170 et 200 cm par seconde. Maintenant, dans cette catégorie-là de vitesse conditionnelle, on peut encore plus la stratifier selon risque élevé et risque moins élevé, c'est-à-dire 171 jusqu'à 180 et 181 jusqu'à 199. Donc, ça, c'est deux catégories différentes. Pourquoi c'est important? Parce que dans l'algorithme de suivi ou bien de prise en charge, ça pourrait affecter la prise en charge. Et donc, peut-être parfois, c'est important de le dire. On va parler de l'algorithme dans la prochaine diapo. Donc, si on a un DTC normal, on continue à faire un suivi annuel. Par un DTC normal, c'est-à-dire qu'il n'est pas conditionnel et il n'est pas anormal. Donc, c'est une vitesse qui est inférieure à 170, c'est-à-dire une vitesse de 169 cm par seconde ou moins. Sauf dans l'artère cérébrale antérieure, parfois on dit que la vélocité dans l'artère cérébrale antérieure, elle est d'emblée moindre que le reste des vaisseaux du polygone de Willis. Mais dans ce cas-là, on peut prendre un seuil de 170 cm par seconde. Et moi, parfois, je le fais. Donc, si j'ai une vitesse de plus que 170 cm par seconde dans l'artère cérébrale antérieure, je le mentionne parce que parfois, il y a des hématologues qui vont commencer un traitement. Pour le DTC anormal, qu'est-ce qu'on fait? On va confirmer cette vélocité anormale plus que 200 cm par seconde dans l'artère cérébrale moyenne, dans l'artère cérébrale postérieure et dans la carotide interne. On va la confirmer dans une semaine. Si dans une semaine, elle est normale, on recontrôle dans 2 semaines, on va voir le résultat. Mais si dans une semaine, on confirme qu'elle n'est pas normale, on va faire le traitement par transfusion ou au traitement, c'est-à-dire hydroxyurée. Ceci dit, dans une série en France, en attendant cette fenêtre de 2 semaines pour confirmer, il y a un patient qui a développé une ischémie franche. Et donc là, il y a vraiment un doute. Est-ce qu'on a vraiment besoin de confirmer ou bien avec un DTC anormal plus que 200 cm par seconde, ben, c'est fini, on va traiter. Donc ça aussi, ça devrait être un consensus dans les hôpitaux, dépendamment de l'équipe multidisciplinaire, oncologie, hématologie et radiologie, dépendamment de c'est qui fait les échographies Doppler transcrânien. Maintenant, un DTC qui est anormal chez un patient qui a une anémie, comme j'ai dit au début de la présentation, en détérioration ou bien une anémie sévère, ben, il faut corriger l'anémie et répéter le DTC dans 2 semaines pour voir si vraiment le DTC n'est pas normal ou bien c'est un faux positif. Pourquoi c'est important? Parce que le risque de transformation à un DTC anormal, il atteint à peu près 9,4%. Ce risque, il est encore plus augmenté chez les plus jeunes, c'est-à-dire vers les 2 ans que plutôt vers les 16 ans. Pour un enfant de 2 ans avec un DTC conditionnel entre 185 et 199 cm par seconde, c'est-à-dire conditionnel risque élevé, il y a 70% de risque de transformation en DTC anormal dans un laps de 12 mois versus juste 1% si le DTC initial était complètement normal, c'est-à-dire moins que 170 cm par seconde. On voit donc que c'est vraiment la différence entre 1 et 70%, elle est énorme. Et donc, c'est très important de faire un algorithme dédié pour le niveau de DTC conditionnel. Dans ce cas-là, si on a un DTC conditionnel à risque élevé, c'est-à-dire moins que 200 cm par seconde, donc ce n'est pas franchement anormal, c'est entre 185 et 199, on va répéter l'échographie Doppler transcrânien dans 2 semaines.
Si elle est stable, c'est-à-dire on est toujours à la même vitesse entre 185 et 199, on va commencer le traitement à la hydroxycarbamide, c'est-à-dire l'hydroxyurée, ou bien si on a une IRM anormale, dans ce cas, on va même aller au programme transfusionnel. Ceci dit, je dis si on a IRM anormale parce que c'est un peu délicat chez un enfant de faire une IRM si on a besoin de sédation ou pas. Donc, on va revenir à ça. Ceci dit, si on a vraiment besoin de faire une IRM parce que ça va changer notre approche thérapeutique, on va même sédater l'enfant et faire la transfusion. Et faire l'IRM pour décider sur la transfusion. Maintenant, si on est dans le DTC conditionnel, mais à risque moins élevé, c'est-à-dire que les vitesses sont plus que 170, mais moins que 185, donc 171 à 184 cm par seconde. Dans ce cas-là, on va faire une IRM. S'il y a IRM incluant un enjeu IRM pour voir les vaisseaux, si elle n'est pas normale, on va aller au traitement. Ou bien, l'autre possibilité qu'on a, avec un DTC conditionnel, mais à risque bas, on va répéter l'échographie aux 3 mois. Si aux 3 mois, elle demeure stable, on peut considérer hydroxyurée, mais si elle change anormale à normale, ou bien elle devient anormale, mais là, on va tomber dans la catégorie respective, on va traiter selon l'évolution. Une fois sur un programme transfusionnel, c'est-à-dire pour les enfants chez qui on a décidé de faire le programme transfusionnel, on va faire le DTC Q3 mois pour 24 mois selon les recommandations et les articles dans la littérature. 83,5% de ces enfants-là, ils vont avoir retour à la normale après 1,4 ans de traitement. Mais ici, l'intervalle était plus ou moins 1,3 ans. Donc, l'intervalle était quand même beaucoup. Donc, on peut avoir retour à la normale assez rapidement, comme ça peut traîner. Et 20% de ces enfants-là qui sont sur programme transfusionnel, ils vont continuer à avoir un DTC anormal. Donc, ce n'est pas trop surprenant. Tout ça pour dire que puisque la vasculopathie commence avant les manifestations cliniques et avant les AVC, ben le DTC représente une opportunité précoce pour éviter les AVC. Et le rôle du radiologue ou bien de celui qui fait le DTC est vraiment de bien guider le clinicien dans l'algorithme et dans la prise en charge. Maintenant, on va parler de l'étude STOP, après ça de l'étude CIT. Donc, l'étude STOP, c'est la première étude randomisée évaluant la transfusion sanguine pour la prévention de l'AVC chez les enfants avec anémie falciforme de type HBSS. C'est une étude multicentrique. Là, ils ont surveillé, ils ont dépisté ou bien ils ont scanné 2000 enfants, mais ils ont choisi, et là, de ces 2000-là, ils ont recruté 130 patients qui ont besoin de transfusion. L'hypothèse était la diminution de la concentration de l'hémoglobine S en bas de 30% en utilisant la transfusion périodique aux 3 à 4 semaines diminue le risque d'un premier AVC de 70%. C'était ça l'hypothèse de recherche. Le critère de jugement était un AVC clinique et à l'IRM ou bien une hémorragie intracrânienne symptomatique allant jusqu'à 54 mois après le recrutement. La transfusion et la décision pour le transfuser étaient basées sur la vitesse au DTC. Et pour le résultat, ceci a permis une réduction du risque d'AVC allant jusqu'à 92%. Ce qui est quand même très important et une baisse très significative. La transfusion basée sur les critères du DTC a démontré une réduction allant jusqu'à 5 fois moins pour le risque d'un premier AVC. Donc, on a diminué jusqu'à 5 fois moins le risque d'AVC. L'étude STOP2 a évalué l'effet de l'arrêt de la transfusion après 30 mois chez les enfants avec une normalisation des vitesses au DTC. Cette étude STOP2 a été suspendue précocement car ils ont trouvé que les vitesses ont re-augmenté et de nouveaux AVC ont apparu. Et donc, il y a un bénéfice clair et net de la transfusion qui devrait continuer. Dans une autre étude rétrospective de 475 enfants, l'incidence de AVC a diminué jusqu'à 10 fois chez le groupe suivi par DTC et transfusion sur une période de 8 ans. Donc, toutes les études vont dans la même direction. Maintenant, on va parler de l'atteinte ischémique silencieuse, car aussi, elle est aussi importante.
Les infarctus silencieux visibles en IRM peuvent être observés sans aucune anomalie au DTC. La plupart, ils ont des DTC normaux. Et puis, quand on fait une IRM, on va voir de petites lésions qu'on va appeler des infarctus silencieux à l'IRM. D'autre part, le risque de la survenue de ces ischémies asymptomatiques ou bien silencieuses à l'IRM atteint jusqu'à 37% à l'âge de 14 ans. Le risque d'ischémie non attendue est de 17%, et donc les vitesses mesurées au DTC ne sont pas toujours prédictives du risque de survenue de ces infarctus silencieux. C'est important parce que ça nous donne des pistes pour la recherche et pour mieux stratifier le risque de AVC chez ces enfants-là et de penser encore plus comment aider des pistes à stratifier le risque chez ces enfants. Là, je vais parler de ça un peu plus tard. L'ischémie silencieuse, selon l'étude CIT, est définie comme une anomalie de signal à l'IRM sur la séquence pondérée en FLAIR ou en T2, mais qui mesure au moins 3 mm de diamètre et que l'enfant n'a aucun symptôme neurologique et que cette anomalie-là est vue sur 2 plans. Les enfants avec une ischémie asymptomatique ou silencieuse à l'IRM ont un risque plus élevé de développer une ischémie symptomatique, d'où l'importance de dépister les ischémies asymptomatiques silencieuses. Même, on peut dire que parfois, avec des anomalies à l'IRM, telles les ischémies silencieuses, les enfants ont un risque d'avoir des séquelles neurocognitives. Toutefois, encore une fois, la relation entre l'atteinte neurocognitive et l'atteinte ischémique silencieuse, elle n'est pas très bien établie. Donc ça, c'est une séquence coronale en FLAIR et une séquence axiale pondérée en T2. On voit très bien un petit foyer d'anomalie de signal en frontale gauche ici. Et quand on le mesure, il mesurait comme à peu près entre 3 et 4 mm. Donc, ça avait vraiment les critères pour un foyer ischémique silencieux chez cet enfant-là qui souffre d'anémie falciforme. Là, on vient à l'étude qui est l'étude CIT. C'est une étude aussi multicentrique. Dans cette étude-là, l'hypothèse était la transfusion prophylactique des enfants avec anémie falciforme est associée à une réduction de 86% du taux d'AVC ou nouvelle ischémie silencieuse à l'IRM. Le résultat était que la transfusion a significativement diminué l'incidence d'AVC, que ce soit silencieux ou pas. Le niveau d'hémoglobine de base, donc dans une sous-analyse de l'étude CIT, on a trouvé que le niveau d'hémoglobine de base et une pression systolique relativement élevée étaient associés à un risque accru d'ischémie silencieuse. Ceci a vraiment une implication clinique pour la tension artérielle et évidemment aussi des pistes pour la recherche. Ceci dit, quand est-ce qu'on va faire une IRM cérébrale? Bien, il est indiqué de faire l'IRM cérébrale quand une sédation n'est pas requise. C'est sûr que quand on a besoin de la faire, comme j'ai démontré tantôt dans l'algorithme, quand on a une vitesse conditionnelle, ben on va le faire parce que c'est indiqué, on va faire la sédation, on va tout faire. Mais quand on va faire juste un dépistage annuel, mais si on va faire une sédation pour l'enfant, pour faire l'IRM, mais peut-être qu'on ne va pas la faire. On va juste attendre quand il va avoir l'âge pour faire la résonance sans sédation, pourvu toujours que son DTC est normal. Et aussi, c'est indiqué de faire un IRM de contrôle 12 à 24 mois après le diagnostic d'une ischémie silencieuse. Donc, une fois on fait une IRM, on voit qu'il y a une ischémie silencieuse, c'est indiqué de faire un contrôle après 1 an ou 2 ans pour recontrôler l'IRM pour voir s'il n'y a pas de nouvelles lésions silencieuses qui vont apparaître parce que, comme j'ai démontré tantôt, ceci pourrait affecter le traitement. C'est quoi les perspectives futures? Donc là, j'ai parlé du TTC, j'ai parlé de la résonance magnétique, j'ai parlé de la stratification du risque et j'ai parlé aussi au début de l'agrégation sur plusieurs diapos. Tout ça pour vous dire que le DTC est très sensible. Et selon l'étude STOP et l'étude CIT, il est très important de faire le DTC. Toutefois,
le DTC n'est pas si spécifique que ça, car 60% des enfants avec un DTC anormal n'auront pas d'événement ischémique. Il faut traiter 7 patients ayant un DTC anormal avec transfusion sanguine prophylactique pour prévenir un seul AVC. Les effets secondaires de cette approche thérapeutique incluent, comme vous savez, les coups, la surcharge en fer, allomisation et le risque d'infection. Donc, ce n'est pas sans risque de faire une transfusion en sachant qu'on traite 7 patients alors que juste un seul va avoir une ischémie. Dans cette perspective, il y a d'autres paramètres qui pourraient complémenter le DTC pour un meilleur dépistage des enfants avec anémie falciforme à haut risque d'AVC, tout en évitant les effets secondaires des traitements. Et ceci se base sur les 2 faits que je viens de mentionner. Un, c'est le nombre de sujets à traiter qui est 1 sur 7, donc la spécificité du Doppler transcrânien, mais je ne parle pas de la sensibilité. La sensibilité, elle est excellente. Et la deuxième chose, c'est avant la sténose, suite à l'adhérence accrue des globules rouges à la paroi vasculaire et l'inflammation dont j'ai parlé au début de la présentation, ceci résulte en un dysfonctionnement endothélial. Comment on peut mesurer ça? Parfois, on peut le mesurer avec un épaississement de la paroi du vaisseau de l'artère, c'est-à-dire un épaississement de la paroi qu'on appelle l'intima media, en anglais l'intima media thickness de l'artère carotide. Donc ça, c'est une figure, ça c'est une échographie avec la sonde linéaire vue longitudinale de l'artère carotide commune. On voit très bien l'intima, c'est l'interface entre la lumière et la première interface, c'est la lumière et l'intima. La deuxième interface, c'est entre la média et l'adventice. Et le intima media thickness, c'est la distance entre ces 2 interfaces qui est perpendiculaire, pourvu que notre image est parallèle à la sonde. Parce qu'on veut une distance la plus courte, c'est-à-dire la perpendiculaire. Donc, ce qu'on voit ici, ça c'est dans l'image B, c'est une mesure de l'intima media qui est automatique. Donc, nous, on a juste à placer notre boîte et puis lui, il va détecter les 2 interfaces, lumière, intima, média et adventice, et il va nous donner automatiquement l'épaisseur de cette paroi-là. On pense que chez les enfants avec anémie falciforme et l'atteinte endothéliale et le dysfonctionnement endothélial, ça va entraîner, comme je dis au début de la présentation, beaucoup de hypoxémie, perfusion et problèmes de reperfusion, et ça va donner un épaississement de cette paroi-là. On ne connaît pas c'est quoi la valeur normale de cette paroi et on ne connaît pas aussi l'application clinique de ça. Donc ça c'est encore à la recherche, mais on sait que quand on compare les enfants avec anémie falciforme et les enfants à leur contrôle qui n'ont pas l'anémie falciforme, on sait que l'intima media, elle est plus épaissie chez les enfants avec anémie falciforme. D'autres implications cliniques pour l'épaisseur intima media chez les enfants incluent l'obésité, la stéatose hépatique, maladies inflammatoires intestinales, les maladies rhumatologiques. Toutes ces maladies-là, ces patients-là ont un intima media qui est plus épaissi que les enfants, que leur contrôle, qui sont normaux, c'est-à-dire poids normal, pas de stéatose hépatique et sans maladie inflammatoire systémique. Donc, si on prend ces 2 choses, on peut peut-être envisager un programme de recherche qui va nous aider à mieux stratifier le risque de AVC chez les enfants avec anémie falciforme. Dans ce contexte, on pourrait prendre les enfants avec un DTC qui est normal, moins que 200 cm par seconde, mesurer les facteurs d'agrégation des globules rouges. Comment on va le mesurer? On va le mesurer par une échographie quantitative. Qu'est-ce que c'est l'échographie quantitative? L'échographie quantitative, c'est une échographie qui va aller voir l'interaction physique entre les ondes d'ultrasons et le tissu. Dans ce cas-là, le tissu, c'est les globules rouges. Puisqu'on a une agrégation augmentée et puisque l'agrégation elle est plus robuste chez les enfants avec anémie falciforme, le reflet de ces ondes-là de l'échographie, ça pourrait nous donner un chiffre. Et ce chiffre-là pourrait nous aider, parce qu'il va être quantitatif, pour dire qu'il y a quelque chose d'anormal et que l'agrégation des globules rouges elle est anormalement élevée. Et ceci pourrait mettre à risque l'enfant avec anémie falciforme pour un syndrome occlusif ou bien un AVC. Si on le jumelle avec l'épaisseur intima media, peut-être on pourrait aller chercher ces 6 enfants-là pour lesquels on va transfuser, mais qui ne vont jamais avoir de lésion de AVC, et peut-être diminuer ce chiffre-là pour éviter la transfusion.
Donc, ça, c'est comme un projet que j'ai déjà commencé. C'est sûr que les variables qui vont affecter ça, c'est l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle, évidemment, parce que ça affecte l'épaisseur intima-média, ça affecte le calibre des vaisseaux, la tension artérielle, parce que ça affecte la vélocité, comme on avait dit au début de la présentation. Toutes les comorbidités, incluant la cardiopathie, ça affecte le flot sanguin et l'agrégation des globules rouges. C'est sûr que l'anémie, le taux d'hémoglobine, hématocrite et même la leucocytose, tout ça, ils ont un effet sur l'échographie quantitative et l'agrégation des globules rouges. Comme variable dépendante, c'est les lésions asymptomatiques à l'IRM. Après ça, on peut faire plusieurs analyses, que ce soit des analyses neurocognitives aussi, en lien avec les facteurs d'agrégation de globules rouges et épaisseur intima-média, afin qu'à la fin, voir si ces deux examens radiologiques sont complémentaires au DTC ou même supérieurs au DTC, qui, lui, dans ce cas-là, était normal, alors qu'ici, on sait que ces enfants-là qui ont eu une atteinte ischémique silencieuse avaient un DTC normal, mais que leur facteur d'agrégation ou bien leur intima-média était épaissi. Donc là, on revient à nos quiz au début de la présentation, ce qui vient clore la présentation. Donc, quelle vitesse devrait être mesurée au DTC chez les enfants avec anémie falciforme? Évidemment, c'est la moyenne des vélocités maximales. La définition d'une vitesse conditionnelle, c'est entre 170 et 199. Plus que 200, c'est anormal. Et les deux autres, c'est le bas risque et risque élevé, toujours dans la conditionnelle. Et quelle est la meilleure approche pour une vitesse de 180 cm par seconde? Bien, on sait que 180 cm par seconde, ça tombe dans le conditionnel, mais qui est à risque bas. Donc, dans ce cas-là, il faut reimager dans 3 mois avec un DTC, et c'était dans l'une des diapos de l'algorithme. Message à retenir, le DTC annuel devrait être effectué entre l'âge de 2 et 16 ans, incluant Doppler mode B, couleur et pulsée si possible. On mesure la vitesse de la moyenne des vélocités maximales. Plus que 200 cm par seconde n'est pas normal et il faut transfuser. Est-ce qu'on revérifie dans 2 semaines ou non? Ça dépend du centre et ça dépend du consensus des médecins. On ne fait pas de correction d'angle quand on mesure. On fait l'IRM comme dépistage lorsque possible, lorsque l'enfant n'a pas besoin de sédation. On fait l'IRM lorsque c'est indiqué cliniquement, même si on devrait faire la sédation. La définition selon l'étude, c'est de lésion ischémique silencieuse et une lésion hyperintensifère ou T2 qui mesure plus que 3 mm. Si vous voulez scanner avec votre cellulaire, vous allez avoir toutes les références de la présentation. Donc, je peux vous la laisser quelques minutes. Et les références vont toutes être là. Et finalement, je remercie Dr. Mata et Dr. Farhat qui m'a mis en contact avec Dr. Mata pour m'avoir donné cette opportunité pour présenter le Doppler transcrânien. Et là, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Rami. Une présentation excellente et très, 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 très dynamique. Hein. Je crois que ce n'est pas seulement les assistants qui ont été ragaillardis. Hein. Nous avons eu le temps de revoir un peu comment est-ce que ça se fait, de recadrer un peu comment est-ce que nous faisons nos techniques. Je suggère qu'on puisse revenir aux questions après l'intervention des panélistes. Excusez-moi, je suis embêté par une grippe assez forte. Je proposerai d'abord qu'on puisse écouter les avis et apports du professeur Léon Chilolo. Comme j'ai dit, c'est un pédiatre hématologue et c'est dans son domaine aujourd'hui que nous venons nous asseoir un peu pour discuter de notre sujet du Doppler. Donc, vous avez pu avec moi garder quelques mots flash avant que je ne donne la parole au professeur. La détection familiale, la prévention, la détection, il faut dépister. La transfusion n'est pas bénigne. Il y a des indications pour l'IRM, donc ce n'est pas n'importe quand que nous devons faire l'IRM, même si on nous a expliqué. La notion d'ischémie silencieuse et surtout la notion d'ALARA.
que beaucoup mettent seulement au compte des producteurs de rayons comme le scanner et la radio. Voilà, professeur Léon Chilolo, je vous laisserai la parole parce que c'est votre domaine et je suis sûr que vous allez nous nourrir encore de plus dans ce domaine de l'anémie falciforme. Merci beaucoup, professeur. Je vous remercie de m'avoir associé à cette conférence très intéressante et qui m'a permis d'apprendre beaucoup. On ne cesse d'apprendre dans ce domaine. Et je remercie beaucoup le professeur Rami Jalbout pour sa présentation et surtout aussi pour ses projets de recherche. En fait, j'ai l'avantage d'être dans une institution qui fait le Doppler transcrânien, mais en aveugle, donc l'ancien système. Et nous sommes en train de mener ce travail de recherche dans 4 pays africains dans un cadre de projet qu'on appelle REACH, conduit par le professeur Russell Ware de Cincinnati Hospital. Et donc, nous avons une expérience, nous n'avons pas encore sorti l'article sur notre expérience justement du Doppler transcrânien dans ces 4 pays, l'Ouganda, le Kenya, la République démocratique du Congo et la Tanzanie, mais nous avons pour ce qui concerne les références des vitesses, évidemment, nous avons tenu celles que vous avez présentées. Hein. Donc, on a des vitesses que nous appelons pathologiques, anormales, conditionnelles, et puis des vitesses normales. Alors, il y a aussi quand même, c'est une question que j'aimerais bien discuter avec vous. Vous avez fait mention, hein, j'ai vu dans votre présentation, des vitesses basses, mais vous n'en avez pas tellement parlé. Et je pense que vous savez, par exemple, il y a des auteurs qui sont revenus dessus, sur ces vitesses basses, parce qu'elles orientent quand même aussi vers des valeurs plutôt pathologiques hein, chez certains patients. C'est encore discutable. Vous avez dit dépister, je reviens sur les mots-clés. Dépister, il faut avoir l'outil, il faut avoir le personnel formé. Malheureusement, dans la majorité des pays africains, et ça, je suis en contact dans un réseau africain avec les collègues nigérians, ce sont peut-être ceux-là qui sont un peu plus avancés, qui ont un programme qui se propose de faire du dépistage en utilisant le Doppler transcrânien, justement dans la tranche d'âge d'enfants que vous avez proposé. Mais la majorité de nos pays africains, et en l'occurrence en RDC, le Doppler transcrânien n'est pas proposé dans la majorité de nos patients. Donc, très peu de patients sont donc dépistés. Après, vous avez parlé de la transfusion. La transfusion, il faut qu'elle soit safe, il faut qu'elle soit saine, puisque vous avez relevé vous-même, hein, avec tous les risques d'allo-immunisation, etc. Elle n'est pas du tout pratiquée. La transfusion chronique chez nous, elle est très peu pratiquée. Je peux vous dire, je dispose d'un appareil d'aphérèse, mais je n'ai pas pu faire plus d'une dizaine de cas d'enfants en échange transfusionnel, même avec un système agréable, quoi, entre guillemets, hein, plutôt que de le faire de manière manuelle, tout simplement aussi parce que le groupage sanguin élargi ne se fait pas, et alors on a beaucoup de conséquences pour ce qui concerne l'allo-immunisation. Et par ailleurs, on n'a pas beaucoup de donneurs fidélisés, donc ça pose quand même des problèmes pratiques. C'est pour cela que dans la majorité des pays africains, valeur anormale, transfusion, non. Et c'est pour cela qu'à la place de la transfusion, moi je dirais valeur conditionnelle, hydréa. Je suis plutôt de la série de ceux qui proposent d'utiliser l'hydroxyurée. Et les autres aspects que vous avez relevés m'intéressent beaucoup parce que justement, je me disais, mais vous avez, c'est dans vos dernières diapositives, vous avez fait allusion justement à l'exploration des gros vaisseaux, puisque jusque-là, nous explorons les vaisseaux de la base du crâne et vous n'avez rien dit jusqu'au moment où vous avez dit que c'est dans la recherche pour aller dans la carotide interne. Et c'est très bien parce que ça, je pense, ça peut être très utile. Peut-être ça pourrait être justement intervenir. On est sur
dans la perspective de faire une recherche sur ça, justement, sur les déficits neurocognitifs. Et dans notre milieu, on n'a pas ce que vous avez. Nous posions des questions. Si en faisant les tests justement de recherche de ces déficits neurocognitifs, si ça pourrait être des éléments qui pourraient orienter. La résonance magnétique, je n'en parle pas, elle coûte trop cher, ce n'est pas du tout accessible pour la majorité des drépanocytaires, et donc je me demandais si on ne pourrait pas jouer sur l'exploration des gros vaisseaux, les tests neurocognitifs, et puis, bon, pour ceux qui pourront le faire dans le cadre de la recherche, la résonance magnétique pour confirmer justement ces lésions que vous nous avez montrées. Voilà ce que je peux dire sur ce meeting très intéressant. Et enfin, le dernier point que je voudrais dire, c'est parmi les acteurs. J'avais dit qu'il faut qu'il y ait un personnel formé. Aujourd'hui, nous tous, nous avons appris beaucoup sur ça. Mais nous, ce que nous avons fait dans le cadre du projet REACH, nous avons formé des infirmières. Ce sont les infirmières qui font les Dopplers, après qui sont interprétées par une équipe de médecins entraînés. Je voudrais vous dire justement que peut-être il faut penser à proposer ces genres de choses dans les pays africains où on n'a pas beaucoup de radiologues et les radiologues sont plus impliqués maintenant dans la résonance magnétique et dans le scanner ou bien dans l'imagerie interventionnelle, etc. Et donc, on aura un déficit de compétences. Mais si vous voulez faire du dépistage, il faut trouver les acteurs qui seront en mesure de le faire. Voilà, c'est un peu mes propos sur base de cette brillante communication et je vous en remercie encore une fois. Grand merci, professeur Léon. Le professeur Chilolo a posé 2 questions. Rami, tu veux y répondre avant que l'on passe au professeur Tité? Oui, donc oui, je suis d'accord pour merci beaucoup pour tous les commentaires. Je suis d'accord avec tout. C'est sûr que vous êtes mieux placé pour connaître les faits et ce que vous viviez que moi, parce que oui, je suis d'accord que nous ici, on est gâtés, on fait l'écho, on fait les résonances magnétiques. Ici, c'est nous que les radiologues pédiatriques qui faisons les échographies Doppler transcrânien. Et donc, on devient, à chaque fois qu'on fait, ben, on devient mieux et mieux avec ça. Pour la première question, c'était pour la vélocité basse. Je suis tout à fait d'accord qu'une vélocité basse, moins que 70, ce n'était pas normal. Et puis, elle aussi, ça devrait être reporté dans le rapport radiologique pour soulever la possibilité d'un risque. Mais je ne me rappelle plus de la deuxième question, en fait. Après ça, on a parlé de... Ah oui, l'échographie. Mais le quoi? Non, je voulais vous rappeler la question. Hein. Oui. Vous êtes rappelé? Non, je ne me rappelle pas. On a parlé de la recherche du déficit moteur, cognitif, et ainsi de suite. Pourquoi si ça irait chez nous dans nos conditions à faire l'examen clinique? De la possibilité de faire la recherche pour les formes, les silent infarctus, dans les pays africains où on ne peut pas faire la résonance magnétique, si justement avec ce que vous avez proposé, hein, l'exploration des gros vaisseaux, mais Parfait. également peut-être les tests neurocognitifs. Oui. Donc, pour la recherche que je propose, c'est vraiment très intéressant parce que cette échographie quantitative, elle a été déjà faite sur le sein pour le dépistage de lésions mammaires malignes. Elle a été faite sur le tendon pour les tendinopathies. Elle a été faite sur le foie pour quantifier la stéatose hépatique et tout ça, ça donne des valeurs quantitatives vraiment là, objectives. Donc, si on arrive à... Parce que ça demande beaucoup de travail afin de valider cette échographie-là dans le sang. Ça n'a pas encore été fait. Oui, ça a été fait chez les diabétiques, mais jamais chez les enfants. Donc, nous, ce que je proposais, moi, c'est que, oui, choisir un gros vaisseau. La carotide commune, dans le fond, on va mesurer ici l'épaisseur intima médiale. Mais pour la valeur quantitative de l'échographie, on va choisir la 20 cave inférieure parce que la 20 cave inférieure, elle est grande
et on n'a pas beaucoup de turbulences et de aliasing dedans à cause de sa grandeur chez les enfants. Et c'est ici qu'on va le mesurer pour voir le degré d'agrégation des globules rouges. C'est sûr qu'éventuellement, si on arrive à valider cet examen-là, c'est-à-dire valider la reproductibilité, la sensibilité, la spécificité de cet examen-là par rapport au gold standard qui est le DTC, mais dans ce cas, c'est sûr qu'on peut l'appliquer aussi à d'autres vaisseaux comme la carotide interne, pourvu que peut-être qu'on pourrait peut-être au début l'appliquer chez les enfants qui sont un peu plus vieux avec un diamètre de l'artère qui est plus grand que l'appliquer chez un enfant de 2 ans qui a un diamètre de l'artère carotide qui est plus petit. Donc, oui, il y a beaucoup de potentiel pour ça. Une fois qu'on valide ça, ça pourrait être appliqué dans la clinique, mais je pense qu'on est encore trop loin de ça. Parce qu'il faut beaucoup d'étapes avant afin de valider ce test-là. Mais on est sur le chemin, on va travailler là-dessus, et puis à un moment donné, on va y arriver. Pour la test neurocognitive, si on fait un batch de tests neurocognitifs pour voir, mais c'est très bien. Surtout que si on fait les suivis dans le temps pour voir comment ça évolue, ces atteintes neurocognitives chez ces enfants-là, on peut faire peut-être le lien, mais on n'aura jamais peut-être la preuve parce qu'on n'aura jamais la résonance, parce que vous ne pouvez pas la faire, pour voir si c'est dû à des lésions ischémiques silencieuses ou pas. Et ceci dit, comme j'ai dit dans ma présentation, le lien entre la lésion ischémique et l'atteinte neurocognitive, elle devrait être encore plus investiguée dans la recherche, dans les études, afin de prouver le lien entre les deux. Merci, Rami. Je signale que le professeur Chilolo est à notre disposition. Il va nous aider à répondre à certaines questions, puisque sûrement il y en aura, quoi. Les gens brûlent, les lèvres brûlent pour les questions. Nous allons maintenant accorder la parole au professeur Mikobi pour savoir ce que l'on voit sous l'angle de gynéco-obstétricien, de généticien. Vous pouvez, professeur Mikobi, prendre la parole, s'il vous plaît. Merci bien, professeur Dadi. Je voudrais d'abord saluer cette initiative, une initiative louable que vous avez eue de réunir certains experts autour d'un thème pour discuter, partager nos connaissances. Et je voudrais ici saluer le professeur Rami pour cette belle leçon. En fait, je trouve que c'est une leçon qui permet de remettre à niveau 2 types de médecins. D'abord, c'est une remise à niveau du radiologue, parce que le DTC, c'est quand même des nouvelles techniques, même si ça fait 20 ans que le DTC a été introduit dans la prise en charge de la vasculopathie chez l'enfant drépanocytaire. Mais également, c'est surtout une remise à niveau des médecins, parce qu'en fait, les cliniciens doivent savoir que la pathologie drépanocytaire a un retentissement au niveau de la tête, et que donc la vasculopathie, aujourd'hui, c'est une des complications de la drépanocytose, et que donc tout clinicien doit être informé pour surveiller ou anticiper cette vasculopathie, parce qu'elle a une certaine morbidité. Je constate que le DTC est entré dans la prise en charge du drépanocytaire, et spécialement sa complication de la vasculopathie. Ça fait 20 ans. Mais ça fait aussi 20 ans que moi j'ai plus de 20 ans que je pratique ma médecine chez le drépanocytaire. Mais je peux sincèrement dire qu'effectivement, si aujourd'hui le DTC nous permet de dépister précocement les vasculopathies cérébrales chez les enfants drépanocytaires, mais la technique n'est pas encore accessible chez nous, ni disponible. Peut-être le professeur Léon Tchelo le dit qu'il est heureux de travailler dans une formation où il pratique. Mais je vous dis que la grande majorité des drépanocytaires fréquentent les hôpitaux publics de l'État, et où le DTC n'est ni disponible ni accessible. Et donc, c'est une très bonne information pour nous. Je sais, depuis 20 ans, que l'on utilise les DTC dans le dépistage des vasculopathies précoces chez les enfants drépanocytaires, parce que nous savons que c'est une technique qui a fait ses preuves. Alors, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que, en fait, comme le professeur Rami lui-même l'a dit, en fait, la vasculopathie cérébrale chez les drépanocytaires concerne beaucoup plus
les SS, les homozygotes SS et les S-bêta-zèle. Donc, du point de vue génétique, il y a déjà certaines hémoglobinopathies qui sont prédisposées à développer cette vasculopathie cérébrale. Donc, il y en a moins chez les hétérozygotes composites SC ou SO ou les SD. Donc, nous avons la forme la plus sévère des 5 haplotypes de la drépanocytose à travers le monde. La forme bantou, c'est la forme la plus sévère, pour des raisons purement génétiques, parce que nous avons une faible réserve en hémoglobine fœtale, c'est que chez nous, les enfants drépanocytaires synthétisent très peu d'hémoglobine fœtale. Donc, du simple fait d'appartenir à l'haplotype bantou, nous prédispose nos enfants SS à développer cette vasculopathie et que donc nous devons avoir cette technique qu'on devait généraliser pour la surveillance et le dépistage précoce de cette complication drépanocytaire. Je voudrais revenir à une question effectivement que j'ai épinglée, que mes professeurs Léon a posée, mais je n'ai pas entendu la réponse. Professeur Rami, vous avez signalé des vitesses basses. Mais jusque-là, je n'ai pas encore compris. Lorsque vous diagnostiquez un enfant drépanocytaire avec une vitesse basse, quelle est l'attitude? Qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là? Parce que les autres vitesses, je vois les vitesses normales, anormales, conditionnelles, normales. Mais les vitesses basses, qu'est-ce que l'on fait? Parce que, en fait, pour revenir, peut-être enchérir ce que le professeur Léon a dit, même la technique des échanges transfusionnels, c'est-à-dire les transfusions programmées, bien entendu. D'ailleurs, il a parlé d'une machine, d'un automate qui est capable d'effectuer ces échanges transfusionnels. Mais de plus en plus, je crois qu'en Europe, il y a des hôpitaux qui recourent encore aux échanges manuels parce que pour faire des échanges automatisés, il faut beaucoup de sang et les risques également de surcharge martiale, qui est une des complications d'ailleurs qu'il faut redouter. Et donc, pour moi, je suis très content, d'abord pour les organisateurs, pour cette initiative, de faire un brassage de cerveau, des remises à niveau, ce qui est très important, mais également pour l'orateur d'aujourd'hui qui a fait une très belle leçon et j'ai compris même qu'il connaissait très bien la drépanocytose. Peut-être qu'il se sous-estime parce que les concepts, il les maîtrise très bien, les complications, il les maîtrise, la physiopathologie et même la clinique. Et donc, je m'arrête à ce niveau. S'il y a une question en rapport avec mon domaine, je pourrais intervenir. Merci. Merci beaucoup, professeur Mikovi. Merci. Nous allons peut-être passer la parole au professeur Chilolo qui a 2 questions. La première, c'est pour juste, on a insisté qu'il donne aussi son avis sur les vitesses basses, après la réponse de Rami qu'on a entendue. Mais également, il y a une question écrite qui tombe en demandant peut-on associer l'hydroxyurée au programme transfusionnel chronique à court et à moyen terme en cas d'AVC chez un drépanocytaire et un taux d'hémoglobine F élevé? Professeur Chilolo, vous êtes avec nous? Voilà, il pourra nous rejoindre. Rami, il y a une question qui pend. Non, Dadi, est-ce que vous pouvez revenir sur la question en rapport avec les taux d'hémoglobine fœtale élevés? Oui. Peut-on associer l'hydroxyurée au programme transfusionnel chronique à court et à moyen terme en cas d'AVC avéré chez un drépanocytaire et un taux d'hémoglobine F élevé, haplotype sénégalais? Là, je ne sais pas. En tout cas, pour les traitements, en phase aiguë, je crois qu'on peut d'abord recourir à une transfusion, à un programme d'échange transfusionnel. Et lorsqu'on instaure l'hydroxyurée, généralement, on ne peut plus faire les échanges transfusionnels. Mais il est un peu, bon, disons, c'est quand même rare de voir des drépanocytaires avec une persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale et être à risque de développer des vasculopathies cérébrales. Parce qu'en fait, l'hémoglobine fœtale, c'est un des marqueurs moléculaires qui diminue les risques de complications
de façon générale et en particulier en ce qui concerne la vasculopathie cérébrale chez les drépanocytaires. Je n'ai pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont une expérience, qui ont observé des drépanocytaires avec une persistance héréditaire d'hémoglobine fœtale, voire avec des taux supérieurs à 20, ou maintenant même 25, et qui font beaucoup de crises jusqu'à développer une vasculopathie cérébrale. C'est quand même rare. C'est quand même rare. Mais je sais qu'en phase aiguë, lorsque vous avez des vitesses anormales, on peut instaurer un schéma des champs transfusionnels momentanément, et lorsqu'on instaure l'hydroxyurée terminée, on arrête. On ne peut pas combiner les deux. Merci, professeur. On va donner la parole à Serge Emmanuel. Docteur Olen, tu vas bien, j'espère. Et après lui, après sa question, la consoeur Amida Sarah va poser les deux intervenants, on va répondre directement après les leurs. Docteur Olen? Serge, tu es là? Ben, si Madame Amida peut poser la question. Oui, bonsoir Guilain. La technologie, c'est dans notre siècle. Bonsoir, je vais bien. Souci. Bonsoir, professeur. Très, très bel exposé. J'étais vraiment content parce que je suis intéressé par le Doppler depuis longtemps. Et moi, je vais un peu aller en contrepartie de ce que le professeur Chilolo a dit. Je pense que c'est plus parfois un peu par paresse que les gens ne s'intéressent pas au Doppler. Parce que même dans les hôpitaux, comme chez moi, où le Doppler est là où on suit les drépanocytaires, je suis le premier à poser la question à ceux qui suivent les enfants, pourquoi vous ne demandez pas des Dopplers transcrâniens? Ça prend 15 minutes. Nous avons systématiquement indiqué ça même pour le cas de la prise en charge des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Et nos réanimateurs aujourd'hui ont appris à faire le Doppler transcrânien et avec des éléments très, très probants dans la prise en charge des AVC, notamment comme le professeur l'avait dit, dans la prévention des vasospasmes. Et ils font aujourd'hui leur réanimation en fonction des données du Doppler transcrânien. Ma question, professeur, vous avez parlé de la moyenne des vitesses, mais vous n'avez pas trop insisté sur l'indice de pulsatilité, qui nous permet, par exemple, dans le cas des AVC, de voir justement si on a des modifications, mais vous n'avez pas trop parlé de ça, l'indice de pulsatilité. Est-ce que dans ce cas-ci, dans le Doppler transcrânien chez les drépanocytaires, il y a un intérêt de suivre aussi l'indice de pulsatilité? Voilà. Okay. Voilà, c'est un peu le petit commentaire. Si vous voulez noter, on va répondre après. Oui, donc en résumé, je pense qu'il y a aussi un peu un problème de paresse parce que les machines sont là. L'examen de Doppler transcrânien, quand on l'a appris, ça ne prend pas 10 minutes. Mais je pense que c'est peut-être aussi un réflexe qu'on devait essayer de sens. C'est pour ça que je voudrais, moi, féliciter les organisateurs de ce soir parce que ce sont des examens qui sont très importants, pas très compliqués. Il suffit juste qu'on vous montre comment le faire. Mais je pense qu'on n'a toujours pas le réflexe. Les Dopplers dans la ville sont disponibles, mais c'est un problème de... Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un problème où il faut se remotiver tous. Voilà un peu ma petite intervention. Oui, on a compris, Serge, tu nous as traité de paresseux en public. Non, non. Moi-même au début. Professeur Dadi? Il est provocateur. Oui, professeur, vous voulez parler? Oui, je voudrais répondre à la question de Dr Serge Olen. En fait, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, qu'il faut aussi remettre à niveau les cliniciens qui suivent les enfants drépanocytaires, que voilà, la maladie a un retentissement multisystémique et qu'il y a des explorations qu'on peut recourir pour dépister avant certaines complications. Donc, ce n'est pas que vous pouvez avoir un Doppler dans votre formation, mais si le clinicien qui suit les malades ne sont pas informés, eh bien, le Doppler ne sera jamais utilisé. C'est pourquoi j'ai dit que cette leçon avait un double objectif. D'abord, remettre à niveau les imageurs que vous êtes, et puis également les cliniciens, ils doivent connaître que, attention, à partir d'un certain âge chez l'enfant, avec tel haplotype, il y a risque d'une vasculopathie cérébrale et que donc on peut dépister à temps les complications et que donc il faut systématiquement demander. Et d'ailleurs, le professeur Rami l'a dit, il faut même un programme de suivi à court, moyen et long terme.
Et donc, si les cliniciens ne sont pas informés, vous pouvez avoir un appareil de Doppler, il ne sera jamais utilisé parce qu'ils ne sont pas informés du retentissement cérébral de la pathologie. Donc, c'est un peu ma contribution. Et ça, nous qui sommes sur le terrain, nous voyons. Et c'est pourquoi, depuis 2 ans maintenant, nous avons instauré un système, un diplôme interuniversitaire en drépanocytose pour former et informer les cliniciens comment prendre en charge les drépanocytoses. Parce que les drépanocytoses doivent être pris en charge dans un contexte multidisciplinaire. Et donc, si on ne peut pas dire, bon, moi, je suis pédiatre, et donc, c'est un enfant, drépanocytose, moi, je vais le prendre en charge. Non. Vous devez avoir toute une équipe qui doit être bien formée, alors. Enfin, voilà un peu ma contribution. Merci beaucoup, professeur. Effectivement, vous le dites depuis le début, il faut des personnes formées. C'est pourquoi c'est le but de ce forum d'aujourd'hui, qu'on essaye d'harmoniser les violons. Madame Amida est là, sinon il y a le docteur Boulaboula, Victor qui attendait. Madame Sarah. Oui, oui. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Pardon? Ah oui. Merci, docteur Maïcha. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Tout à fait, 5 sur 5. Ah, d'accord, merci beaucoup. Alors, je remercie le professeur Ami pour la présentation. Je remercie également le professeur Léon et le docteur Nicoli pour leurs interventions. Alors, je voulais demander au professeur Léon s'il peut dire un mot sur les AVC liés aux vaisseaux corticaux et sous-corticaux. Et puis, si aussi, il peut dire aussi un mot sur le traitement concernant la greffe de cellules souches. Je ne sais pas si ça se pratique dans l'hôpital où il est. Donc, c'était ça ma préoccupation donc, concernant les AVC liés aux vaisseaux corticaux et sous-corticaux et concernant la place de la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Merci. Merci beaucoup, consoeur. Vous avez été directe et bien droite. On va répondre à ces 2 intervenants avant de prendre les questions de Dr Boulaboula et Dr Fezabiang. Rami, tu as quelque chose à dire sur les 2 questions? En fait, Olen parlait des vitesses moyennes et de l'index de pulsatilité. Est-ce qu'il y aurait un intérêt? Je me permets d'ajouter à sa question l'aspect du temps d'accélération systolique. Si tu peux nous donner des petites notions sur. Parfait. Donc là, pour la vélocité qui est basse, c'est... Donc, la définition, c'est moins que 70 cm par seconde, et ça, ce n'est pas normal. Ça indique que, comme je l'ai montré dans la formule pour le Doppler, ça indique qu'on est en aval d'une zone de sténose, c'est-à-dire on est en aval d'une zone pathologique de vasculopathie sévère, ce qu'on appelle le moya-moya à la résonance magnétique. Donc, ce n'est pas normal, et dans ce cas-là, il faut vraiment chercher une vasculopathie sévère. Dans ce cas, c'est sûr que, d'après moi, là, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les vélocités basses, mais d'après moi, si moi je faisais l'échographie, le Doppler transcranien pour ces enfants-là, je trouve une vitesse basse, d'après moi, je ne verrais pas bien le reste du polygone de Willis parce qu'il va y avoir vraiment une sténose et des collatérales. Dans ce cas-là, c'est une indication de faire une IRM pour mieux faire et avoir une carte des vaisseaux du polygone de Willis parce que, comme j'ai dit, ça indique une vasculopathie sévère et des zones de sténose. Ça, c'est pour un. Pour la vitesse systolique maximale, mais si on regarde, la carotide et dans le Doppler normal chez les vieux, c'est quand la vitesse est augmentée, ça indique des zones de sténose, mais moi, je ne le mesure pas dans la tête. Je regarde juste la moyenne des vélocités maximales et je n'ai pas d'expérience avec l'index de pulsatilité. Je sais qu'il ne va pas être normal quand on a une zone d'ischémie cérébrale. Ça ne va pas être normal à cause de la zone de luxe qui est secondaire à l'ischémie et l'apport artériel et des petits vaisseaux pour la zone qui est encore un peu perfusée
entre la zone perfusée et la zone qui est ischémique. Donc, je sais qu'il va y avoir des anomalies au Doppler, mais je n'ai pas d'expérience avec le Doppler transcrânien. Ceci dit, un index de résistance élevé dans l'artère cérébrale, un index de résistance diminué dans l'artère cérébrale antérieure, ben, ça indique qu'il y a une souffrance. D'accord. Il y avait une question sur les AVC, des vaisseaux corticaux, sous-corticaux, et si vous avez une expérience sur la greffe des cellules souches. Non. Non, en tant que radiologue, je n'ai pas d'expérience pour bien répondre à ces questions. OK. Serge Emmanuel, j'espère que tu es satisfait. Tu pourras revenir. Docteur Boula, qui est radiologue, et puis il y a une pédiatre, docteur Bianga. On peut prendre vos questions, s'il vous plaît. Merci, docteur Mahesh. Merci beaucoup. C'était super. Merci pour la parole. J'ai rejoint les prédécesseurs qui ont placé un mot de remerciement et de félicitations. Je les réitère aussi avant de poser ma question, qui sera destinée au professeur Rami. Professeur, j'aimerais bien savoir, en plus de la taille des lésions à l'IRM sur des lésions ischémiques silencieuses, vous avez mentionné la taille qui doit être de moins de 3 mm dans 2 plans. Est-ce que la topographie de ces lésions n'intervient pas dans la description de lésions ischémiques silencieuses chez nos patients avec anémie falciforme? Merci, c'est la question que j'avais. Oui, donc très bonne question, merci. En fait, c'est une lésion qui devrait être mesurée plus que 3 mm. Si on a un recul et on peut comparer n'importe quelle nouvelle lésion hyper intense, plus que 3 mm, elle est suspecte. Si c'est la première imagerie par résonance magnétique, on voit une lésion avec ces critères-là, ben, la topographie, c'est sûr que c'est la matière blanche. Si on extrapole avec les adultes, avec les lésions lacunaires, donc la localisation typique va être dans le centre semi-ovale ou bien dans les corona radiata, et c'est eux les lésions les plus suspectes. Mais selon la définition, dans l'article de site, on ne précise pas vraiment une topographie précise, mais c'est la topographie comme je dis tantôt, qu'on va faire une extrapolation de l'adulte. Je ne sais pas si ça répond. Je ne sais pas si je peux mentionner juste, est-ce que le territoire jonctionnel n'interviendrait pas en ce qui est de la topographie? C'est juste une question, oui, si vous en savez un peu plus là-dessus. Oui, dans les centres sémo-ovales et corona radiata et en pédiventriculaire, tout à fait. Ok, d'accord. Merci, professeur. Docteur Bianga, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Je remercie les présentateurs, les différents professeurs pour les riches exposés. Alors, ma première question, c'était adressée aux radiologues. Je voulais savoir, les Dopplers transcrâniens, finalement, sont-ils indiqués juste pour détecter les enfants drépanocytaires à risque d'AVC ou bien il y a d'autres indications? Je me pose cette question, pourquoi ce n'est pas une technique connue par tous les radiologues? Ma deuxième question, elle est plus pratique. C'est pour les enfants à risque d'AVC. Dès qu'on a fait un écho-Doppler, il est supérieur par exemple à 200. Et normalement, selon toute la littérature, on doit mettre l'enfant sous des transfusions thérapeutiques. J'ai entendu le professeur Chilolo dire tout à l'heure que dans nos conditions de travail, les transfusions étant un risque, nous allons plutôt aller vers l'hydroxyurée. Je n'ai pas vu beaucoup d'articles où ils ont mis l'hydroxyurée en premier. J'aimerais donc savoir, est-ce que le fait de traiter un patient à risque avec des transfusions thérapeutiques versus d'autres patients avec l'hydroxyurée, les effets seront les mêmes ou bien il y a quand même plus d'avantages à mettre l'enfant sous transfusion thérapeutique? Et voilà un peu mes préoccupations. Merci. Merci beaucoup, docteur Feza.
Rami, vous commencez avec la première question et le professeur Chilolo va enchaîner. Tout à fait. Donc, oui, il y a beaucoup d'indications autres que le dépistage de risque de AVC chez les anémies falciformes. En fait, les autres indications, c'est, comme j'ai dit, occlusion, aussi avec le saignement sous-arachnoïdien pour voir le vasospasme, dans la mort cérébrale aussi. D'autres indications que je peux peut-être dérouler mes diapos parce que je l'avais dans le tableau selon le comité d'échographie de la Société de pédiatrique radiologie. Donc, on avait une liste ici. Donc, voilà, on peut voir ici les différentes indications pour le Doppler transcrânien qui est effectué chez les enfants et adultes aussi. Donc, là, on voit la vasculopathie, on voit les AVC, vasospasme, comme j'ai dit, microembolie ici, détection de chante ou bien dans la salle d'opération, dans les malformations artério-veineuses. Toutefois, on peut utiliser le Doppler par approche transcrânienne pour voir ces anomalies-là, dépendant de l'âge. C'est sûr que si c'est des bébés, on peut juste utiliser l'échographie transfontanelaire, et puis ça, c'est plus facile parce que l'approche et la fenêtre, elle va être la fontanelle antérieure, et on va voir beaucoup mieux que tout ça. On va même se fier plus sur l'échographie mode B, donc grayscale, pour voir les saignements, les malformations et tout ça. Donc, mais quand il devient plus vieux, l'approche transtemporale, donc dans la tempe, on peut l'appliquer dans ces indications cliniques. Merci. Professeur Chilolo, vous voulez bien nous aider à éclaircir cette question sur l'hydroxyurée? Est-ce qu'il y a des avantages et des risques à mettre ça en première ligne? Oui, voilà. En fait, ce n'est pas un problème de risque à mettre cela en première ligne parce qu'aujourd'hui, l'OMS reconnaît que parmi tous les médicaments, je parle de médicaments, hein, même si le sang aussi est un médicament, le médicament qui est repris dans la liste des produits essentiels reconnus par l'OMS pour la drépanocytose s'appelle hydroxycarbamide. Alors maintenant, je reviens à la question de comparaison, mais le professeur Rami, si je ne me trompe pas, a montré une diapo où il a mis justement, il a dit que l'hydroxyurée n'était pas inférieure à la transfusion chronique. Oui, il y a des articles, il y a pas mal d'articles. Nous avons sorti un article il y a 2 ans qui montrait justement que les patients qui étaient mis sous hydroxyurée ne faisaient pas des AVC, voilà. La diapo du professeur Rami vous oriente déjà sur votre question. Maintenant, la chose qui fait débat, parce que vous savez, maintenant, il y a ceux qui sont pour le programme de transfusion chronique. En fait, ce qu'il y a actuellement, je parle des débats, et je suis plus c'est un débat, si vous voulez, de l'école européenne. Ce qui est considéré comme la meilleure solution, c'est la greffe. Justement, quelqu'un avait posé la question, est-ce que vous avez une expérience sur la greffe des cellules souches? Oui, la greffe, c'est la meilleure solution chez les patients qui font des AVC, du moins pour les pays qui peuvent faire les greffes. Aujourd'hui, on parle aussi de la thérapie génique. Elle est en vue, c'est une perspective, même s'il y a quelques cas de drépanocytaires qui ont subi la thérapie génique. Ça, ce sont des solutions, si vous voulez, les meilleures. Est-ce que vous pensez vraiment que vous pourriez avoir un patient chez qui vous allez faire des séances de transfusion chronique, hein? Ça signifie chaque 45 jours ou chaque 2 mois, enlever le sang, lui remettre du sang et tout, etc. Et en plus, avec le typage élargi, qui n'est pas fait dans beaucoup de nos centres. Nous nous contentons de nos petits tubes là pour faire groupe A, B, 0, RH. On ne recherche pas de quel, on ne recherche rien d'autre. Et vous donnez du sang entier à ces patients. Non, vous les soumettez plus à des gros risques que les risques qu'ils peuvent avoir en prenant l'hydroxyurée. En fait, avec l'hydroxyurée, il n'y a pas de gros risques. Merci beaucoup, professeur. Docteur Marc Lumbala, vous allez attendre une seconde que je pose des questions. Professeur Mikobi,
J'ai juste une question. Est-ce que y aurait-il, d'après votre expérience, un risque dans le suivi des femmes enceintes, des femmes chroniques drépanocytaires? Est-ce qu'il y aurait un risque particulier avec le fœtus ou peut-on penser déjà à dire aux infirmières, comme disait le professeur Chilolo, ou aux radiologues, en faisant l'échographie obstétricale, de voir un peu les vaisseaux intracrâniens chez le fœtus? Ou vous pensez que c'est trop? En tout cas, non, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Par contre, nous suivons beaucoup plus les vaisseaux du cordon ombilical, hein, mais pas les vaisseaux du fœtus. Je n'ai pas un expert, un imageur expert qui peut me réaliser ça. Moi, je fais l'échographie obstétricale et donc je suivais beaucoup plus les vaisseaux du cordon ombilical, mais pas les vaisseaux intracrâniens du fœtus, non. Par contre, je pourrais vous dire que j'ai effectivement une série, à peu près, là maintenant je suis à 8 ou 9 sur 1250 grossesses que j'ai suivies depuis plus de 20 ans, eh bien, des femmes qui m'ont fait des AVC ischémiques au cours de la grossesse, avec récidive après la grossesse. Ah, et ça, j'ai ça. Et donc, malheureusement, comme je vous ai dit, je travaille dans un hôpital public de l'État, qui ne dispose pas d'un échographe Doppler, et donc on ne peut pas faire le DTC, et donc c'est compliqué, et même comme si ils pouvaient le faire, mais également il y a l'accessibilité et la disponibilité, comme je vous ai dit. J'ai le malheur de soigner les malades les plus pauvres, par rapport au professeur Chilolo qui a la chance de rencontrer des gens qui peuvent payer eux-mêmes les soins. Mais pour moi, la plupart, ce sont des malades, parfois vous-même, vous êtes obligé de payer les soins et vous payez leur transport. Voilà, c'est ça la difficulté que moi j'ai. Oui, c'est vrai que effectivement, il a commencé à rire comme moi. C'est vrai que c'est un problème très généralisé, mais même ceux qui en ont un peu tiré de la poche, ça c'est... On va remercier le professeur Mikobi pour l'intervention. Docteur Lumbala, vous avez une question? Marc? Merci. Allô, vous m'entendez? 5 sur 5. Ok, je félicite encore de professeur Ami et professeur Chilolo pour leur intervention magistrale. On a vraiment appris du Doppler transcrânien. Mais d'entrée de jeu, je vais m'excuser d'abord parce que on a un climat pas très agréable ici à Lubumbashi. Il pleut, alors la connexion n'est pas du tout bonne. Je ne sais pas si j'ai raté, mais ils vont m'accorder cette indulgence. C'est que plutôt, les AVC, le DTC prévient les accidents vasculaires cérébraux chez les drépanocytaires. Qui dit accident, quand tu parles d'accident vasculaire cérébral, quelqu'un d'autre, comme un sexagénaire, un quinquagénaire, un septagénaire, verrait effectivement les AVC que font les adultes. Alors, j'aimerais savoir la différence sur le plan physiopathologique. Pourquoi chez les sextagénaires, septagénaires, le Doppler transcrânien, le DTC ne peut pas prévenir? C'est plutôt on l'utilise en post-AVC dans le monitoring des hémorragies intracrâniennes, tout ça pour prévenir les vasospasmes. Mais c'est quoi qui intervient dans la physiopathologie? Peut-être que vous l'avez dit, je n'ai pas pu suivre ça. Si vous aurez l'indulgence de revenir un peu sur ça pour nous aider énormément. Merci. Oui, merci beaucoup. Professeur Ami? Oui, je suis là. Très bonne question. Donc, dans le fait, l'athérosclérose, c'est la cause de l'ischémie des AVC chez les adultes. Elle commence par une atteinte endothéliale, déposition de gras, anomalie de la vasodilatation. Donc, cette anomalie mécanique, elle va engendrer un cercle vicieux. Elle va avoir plus de dépôts de gras, plus d'anomalies de vasodilatation au passage du flot sanguin durant la systole,
plus de dépôt de gras. Et ensuite, en fin de compte, on va avoir une plaque athérosclérotique qui va se former. Suite à cette plaque athérosclérotique, les vieux, ils vont avoir un AVC. Que ce soit une plaque qui se détache et qui s'en va, ou bien par un bas débit. Toutefois, ceci n'est pas le cas chez les enfants avec anémie falciforme. Pourquoi? Parce que les enfants avec anémie falciforme, de 1, l'atteinte va être comme au niveau endothélial, mais il n'y a pas de dépôt de gras, il n'y a pas de dépôt de plaque athérosclérotique, il y a des sténoses secondaires à l'inflammation, à l'épaississement de l'intima média, aux zones de sténose qui sont en lien avec l'inflammation chronique et l'agrégation des globules rouges qui est augmentée et qui adhère plus à la paroi. Le site le plus fréquent et commun chez l'anémie falciforme, il est un peu différent. C'est au niveau de l'artère cérébrale moyenne proximale, artère cérébrale antérieure proximale et carotide interne distale. Et donc, si on veut faire un résumé, c'est vraiment les perturbations rayologiques au passage du sang en lien avec l'anémie, l'hémoglobine, l'hématocrit, l'inflammation et l'adhérence à l'endothélium qui fait les AVC chez les anémies falciformes. Mais chez les adultes, c'est le dépôt de gras, l'épaississement, l'anomalie de l'endothélium et l'épaississement de l'intima média secondaire à une hyperplasie de la paroi musculaire suite à l'anomalie de vasodilatation dont j'ai parlé au début. Merci beaucoup, professeur. Je demanderai peut-être, il y a d'autres qui sont dans la salle avec nous, hein? Docteur Jacques-Aimé Bazebosso, le président de la Société congolaise de radiologie. Je sais qu'il aime bien le Doppler et donc je lui demande de poser une question ou plutôt de nous raffermir. En attendant, il y a une question, je ne sais pas à qui elle a été adressée, on va essayer de répondre. Quelqu'un demandait, fait-on des autopsies chez les enfants décédés connus de drépanocytaires juste pour apprendre donc la formation et améliorer la prévention. Je ne sais pas si professeur Chilolo Mikobi peuvent y aller, mais je ne sais pas s'il y a un problème éthique aussi. Est-ce qu'on peut faire vraiment des autopsies? Le temps qu'il y ait une question dans la salle. S'il n'y a pas d'autres questions, on va demander aux deux panélistes de faire un dernier mot très court. Docteur Maïché. Ah, docteur Bazebosso. Allez-y. Oui, moi je remercie. J'ai suivi une partie, j'étais en route en train de conduire. Je voulais demander au professeur Rami, du point de vue technique, hein. Bon, moi, je ne sais pas, dans les Doppler, les sons produits par le flux sanguin, le flux artériel aident beaucoup. Vous avez déterminé quelques paramètres techniques pour apprécier un peu la qualité arrivée au diagnostic. Est-ce que dans les cas des DTC, bon, ça dépend de l'âge, vous pensez que les sons produits par le flux sanguin peuvent nous alerter? Parce que dans les autres vaisseaux, par exemple, quand on fait des Doppler, des transsupports optiques ou en périphérie, reconnaître une sténose à partir du son produit par le flux sanguin aide déjà à savoir que j'ai un flux où on sent même dans les tracés, on a la fenêtre sombre qui est comblée. Je ne sais pas dans les DTC si les sons peuvent aider parce que vous en faites beaucoup. Voilà ma question. Oui, allez-y, professeur Rami. Je ne sais pas si vous avez saisi la question. Oui, la question, en fait, on veut savoir si la forme du tracé nous aide à part que la vitesse. Est-ce que c'est bien ça? Non. Les sons, les bruits produits par les flux sanguins. Quand par exemple, je fais les Doppler, je peux dire des artères rénales. Pour reconnaître une sténose des artères, rien que les sons peuvent m'alerter, c'est-à-dire les sons produits par le flux sanguin. Alors, je demandais dans les cas de DTC, est-ce que les sons peuvent être aussi parmi les paramètres qui m'indiquent
que j'ai un problème ici, ou l'accélération de vitesse, ou la diminution de vitesse dans le cas des sténoses. OK. C'est sûr que je ne sais pas comment interpréter le son, mais si comme vous dites, j'extrapole pour les reins, alors que dans une zone de sténose, et on sait que la vitesse va être augmentée, mais dans ce cas, oui, le son va changer parce que la vitesse est plus augmentée et ça va se refléter dans notre tracé dopplérien et ça va nous indiquer une vitesse augmentée. Mais c'est sûr que je vais me fier toujours sur quelque chose d'objectif comme la valeur moyenne des vitesses maximales pour dire, mais l'autre va peut-être m'aider dans mon intuition, mais pas dans mon rapport radiologique. Bon, d'accord avec vous. Dans l'idée, ce n'était pas dans le rapport, mais dans les paramètres. Bon, j'ai suivi l'exposé, j'étais un peu pas très concentré au volant. Vous voyez, vous avez parlé de certains paramètres pour dire que je suis bien. Je voulais demander si on pouvait ajouter, nous, radiologues, pas les rapports, si je pouvais ajouter cela dans mes paramètres d'appréciation. Ce n'est pas par rapport au rapport que je donne aux malades. Théoriquement, je pense que oui, parce que nous, en tant que radiologue, comme vous savez, parfois, vous faites une échographie, vous sentez que c'est ça le diagnostic et vous le savez. Donc, on va aller chercher plus pour le démontrer. Donc, d'après moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, oui, d'après l'expérience, on sait que ce son est associé avec ça, donc je vais aller chercher plus. Parce que comme j'ai dit dans le Doppler, il faut chercher la zone là où il y a le plus de couleurs. Ça indique qu'il y a plus de vitesses qui sont différentes. Ça indique peut-être une zone de sténose et de rétrécissement à cause de vitesses plus variées que des vitesses qui sont plus homogènes. Dans ce cas-là, je vais aller chercher cette zone-là. Donc, si j'écoute et je tombe avec un bruit qui me dit qu'il y a quelque chose d'anormal et je regarde mon écran parce que moi, j'utilise toujours le Doppler couleur avec. Et là, je vois beaucoup de couleurs. Ben oui, ça va m'aider beaucoup pour dire que, ouais, je vais mettre mon Doppler ici, je vais mesurer ici parce qu'il y a beaucoup de faux négatifs. Si tu ne mesures pas le Doppler transcrânien là où il y a la zone de sténose ou bien de rétrécissement du vaisseau, mais tu vas le manquer, tu vas avoir une vitesse normale ou bien trop basse, comme j'ai dit tantôt. La vitesse au niveau de la sténose va être augmentée, mais en aval, elle va être plus basse. Donc je suis d'accord avec toi. Oui, ça va faire un réflexe pour dire qu'on va aller chercher cette zone-là où je vais mettre mon Doppler et mesurer ici. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, docteur Bazibosso. Je ne sais pas si nos deux panélistes ont un dernier mot. Comme ça, on repasse la parole à Rami pour qu'il conclue avant que le professeur Mata nous fasse la synthèse. Donc, je crois que dans les 5-7 minutes, on aura bouclé pour rester dans les temps. Professeur Chilolo, est-ce que nous avons des perspectives par rapport au programme national? Écoutez, moi, je voudrais vous remercier pour ce séminaire très intéressant et encourageant. Et je souhaite vraiment que ça soit partagé avec beaucoup de personnes. Merci, professeur. Oui, professeur Mikobi. Ce que je peux vous dire, c'est mon opinion à moi, c'est que en matière de santé, Allô? Oui. Oui, nous vous entendons difficilement. Allez-y, professeur. Oui, voilà, la connexion elle est instable. Le DTC de nos fournisseurs d'Internet, souvent pathologique, comme vous vous êtes rendu compte. Et je disais que ce qui compte, c'est pas tellement les programmes, puisque vous l'avez entendu, nos amis radiologues ont dit, ils ont l'équipement pour faire le Doppler transcrânien.
il faut commencer par le faire, là où il y a déjà des équipes. Voilà, je vous remercie en tout cas pour cette soirée et pour ce meeting très intéressant. Merci. Grand merci, professeur. Professeur Mikobi. Oui, merci beaucoup, professeur Dadi. Je voudrais d'abord encore vous féliciter pour cette initiative, une initiative qui permet aux différents experts de venir partager avec les autres leur propre expérience. La drépanocytose est un grand problème pour nous et vous le savez très bien, nous sommes le 2e pays qui est le plus touché à part le Nigeria. Nous avons une population très pauvre, nous avons des problèmes d'équipement et pourtant, aujourd'hui, la science a fait beaucoup de progrès dans la prise en charge des malades drépanocytaires et ce sont ces progrès que nous pouvons faire bénéficier à nos malades, mais je pense que nous devons finalement faire. D'ailleurs, je voudrais féliciter le professeur Rami pour cet exposé. C'est question seulement d'abord d'informer les cliniciens, d'informer les différentes personnes qui doivent intervenir dans la chaîne de la prise en charge du drépanocytaire pour finalement pour mettre réellement en service des drépanocytaires toutes les techniques, tout ce que la science aujourd'hui met à notre disposition pour améliorer la qualité de vie de nos malades. Les DTC, je vous ai dit que ça fait plus de 20 ans qu'il est entré dans la prise en charge du drépanocytaire, dans la vasculopathie du drépanocytaire. Mais chez nous, nous marquons encore les pas. Je vous ai dit que le professeur Chilolo, peut-être, lui, il dit qu'il a un Doppler, mais je vous assure que la plupart des drépanocytaires, je dirais que 80% des drépanocytaires qui sont pris en charge à Kinshasa et encore moins à l'intérieur ne bénéficient pas de cette prévention. Et pourtant, nous avons l'haplotype, nous avons la forme la plus sévère de la drépanocytose qui nécessite effectivement ce genre de techniques pour prévenir les complications de la vasculopathie drépanocytaire. Donc, encore une fois de plus, je vous remercie et je vous félicite et je vous encourage. Et chaque fois que vous organisez ce genre de forum, n'hésitez pas de nous inviter parce que, en fait, nous venons tous apprendre en tant que scientifiques et ça nous permet de nous remettre à niveau parce que c'est ça la science. Donc, merci beaucoup. Sans faute, professeur, merci beaucoup. Nous avons vraiment eu un grand bénéfice de votre sacrifice. Vous avez quand même mis de côté un temps précieux pour nous partager votre expérience. Le professeur Rami, je ne sais pas s'il a un mot avant qu'on clôture. Je voudrais juste vous remercier tout le monde et puis vous remercier aussi pour l'invitation et pour les questions parce que moi aussi j'ai appris et c'est sûr que moi je ne connais pas l'actualité que vous vivez, mais maintenant je suis plus conscient et peut-être que la prochaine fois je ferai quelque chose de plus comme dans cette vision-là pour être plus pratico-pratique pour vous et donc j'ai appris beaucoup. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour cet excellent débat. En fait, la présentation a été tellement claire, tellement précis avec tous les paramètres, tout ce qu'il y a comme algorithme, au point que tout le monde débordait de questions. Professeur Dadi Mata, vous voulez intervenir? Merci beaucoup à tout le monde, professeur Rami, professeur Léon Chilolo et professeur Mikobi. D'abord, pour avoir accepté notre invitation et surtout pour avoir alloué assez de temps, surtout pour professeur Rami qui doit être busy avec la clinique. Moi, j'ai suivi ça de manière entrecoupée parce que j'ai fait la vacation d'IREM neurologique, donc j'étais par moment en dehors de la conférence. Et je vous ai fait un email pour vous dire combien les gens ont apprécié votre présentation et nous restons disponibles. Je sais que vous avez beaucoup d'autres cours que vous donnez à l'Université de Montréal. Dites-nous seulement quel lundi vous êtes dégagé et on va trouver le temps pour vous programmer. Donc, ça, c'est une initiative hebdomadaire. Chaque lundi, nous sommes connectés, sauf le lundi du 25 et du 2 ou du 1er janvier, il y aura une sorte de break juste pour permettre aux gens de fêter. Mais après, on va continuer. Donc, dès que vous avez le temps, vous nous dites, on va créer l'espace pour que vous présentez. Et pour le lundi prochain, on va parler de néo du pancréas.
Dr Sandra de Belgique, les profs Chili et les profs Nzamouchi de France. Ils seront des panélistes. Donc, on sera encore là pour un autre numéro. Donc, à lundi prochain. Merci à tout le monde pour votre régularité et surtout pour vos questions. On se revoit lundi prochain. Au revoir. Merci beaucoup, professeur. Bonne soirée à tout le monde.